Bonjour à tous, on arrive maintenant au dernier grand thème du podcast, l'action publique pour l'environnement. Ce chapitre est un regard croisé car il mobilise à la fois l'économie, la sociologie et la science politique. Il faut comprendre pourquoi les problèmes environnementaux ne peuvent pas être laissés uniquement au choix individuel ou au fonctionnement spontané des marchés, mais aussi comment ils deviennent des problèmes publics, comment ils entrent dans l'agenda politique, quels acteurs interviennent et pourquoi l'action publique est souvent difficile à construire. L'environnement n'est pas seulement une question scientifique ou technique, c'est aussi une question économique, sociale et politique. Pour commencer, il faut comprendre qu'un problème environnemental ne devient pas automatiquement un problème public. Il peut exister une pollution, une dégradation de la biodiversité, un risque sanitaire ou un changement climatique sans que les pouvoirs publics agissent immédiatement. Pour qu'un enjeu entre dans l'agenda politique, il faut qu'il soit rendu visible, nommé, mesuré, discuté, porté par des acteurs et perçu comme nécessitant une intervention collective. La construction d'un problème public passe donc par un travail de mise en évidence. Des scientifiques produisent des connaissances, des associations alertent, des journalistes enquêtent, des citoyens se mobilisent, des partis politiques s'en saisissent, des entreprises réagissent, des administrations évaluent, des tribunaux peuvent être saisis. Ce processus transforme un fait environnemental en enjeu politique. Les acteurs sont nombreux, les pouvoirs publics jouent un rôle central, États, collectivités territoriales, Union européenne, organisations internationales. Ils peuvent réglementer, taxer, subventionner, négocier, planifier, contrôler, investir. Les ONG environnementales contribuent à alerter, informer, mobiliser, dénoncer, proposer des solutions et exercer une pression sur les décideurs. Les experts et scientifiques produisent des diagnostics, mesurent les risques, évaluent les conséquences et comparent les politiques possibles. Les entreprises sont à la fois concernées comme productrices, pollueuses potentielles, innovatrices, employeuses et parfois comme actrices de lobbying. Les partis politiques transforment les enjeux environnementaux en programmes et en débats électoraux. Les mouvements citoyens peuvent imposer un sujet dans l'espace public par des mobilisations, des pétitions, des actions locales, des recours juridiques ou des formes de désobéissance civile. Ces acteurs entretiennent des relations de coopération et de conflit. Ils peuvent coopérer lorsqu'ils partagent un objectif, par exemple développer les énergies renouvelables, améliorer la qualité de l'air, protéger une zone naturelle ou réduire les déchets. Mais ils peuvent aussi entrer en conflit, parce que les politiques environnementales distribuent des coûts et des bénéfices. Réduire les émissions de gaz à effet de serre peut imposer des investissements coûteux à certaines entreprises. Modifier les habitudes de consommation, augmenter certains prix, transformer les emplois, limiter certains usages ou remettre en cause des intérêts économiques. Les conflits environnementaux ne portent donc pas seulement sur la science, ils portent aussi sur la répartition des efforts, sur le rythme des transformations, sur les secteurs concernés, sur les compensations sociales et sur les priorités collectives. Pourquoi l'action publique est-elle nécessaire ? La première réponse est économique. Les problèmes environnementaux sont souvent liés à des externalités négatives. Une externalité négative existe lorsqu'une activité impose un coût à d'autres agents sans que ce coût soit pris en compte par le marché. Une entreprise qui émet des polluants dans l'air peut produire à moindre coût, mais les habitants supportent les conséquences sanitaires. Un automobiliste qui utilise une énergie fossile bénéficie de son déplacement, mais les émissions contribuent au changement climatique. Un producteur qui rejette des substances dans une rivière peut réduire ses coûts de traitement, mais impose à d'autres des coûts de dépollution, de santé ou de perte de biodiversité. Dans ces situations, le prix du bien ne reflète pas le coût social complet de sa production ou de sa consommation. Le marché, laissé à lui-même, tend donc à produire trop d'activités polluantes, parce que les agents ne paient pas l'ensemble des coûts qu'ils imposent à la collectivité. C'est ce qu'on appelle une défaillance de marché. La pollution n'est pas seulement un problème moral, c'est aussi un problème d'incitation. Tant que polluer est gratuit ou trop peu coûteux, les agents économiques ont peu de raisons de réduire suffisamment leurs émissions. L'action publique vise alors à internaliser l'externalité, c'est-à-dire à faire en sorte que le coût environnemental soit intégré dans les décisions économiques. La deuxième raison d'agir vient de la nature des biens environnementaux. Beaucoup d'éléments de l'environnement ressemblent à des biens communs ou à des biens collectifs. Un bien commun est une ressource dont il est difficile d'exclure les utilisateurs, mais qui peut être dégradée par une utilisation excessive. Les océans, les stocks de poissons, certaines forêts. L'atmosphère ou le climat stable présentent ce type de difficultés. Chacun peut avoir intérêt à utiliser la ressource, mais si tous la surexploitent, elle se dégrade. C'est le problème de la tragédie des communs.
Pour le climat, la difficulté est encore plus grande. Les émissions de gaz à effet de serre produites dans un pays affectent l'ensemble de la planète, et les bénéfices d'une réduction des émissions sont diffus et mondiaux. Cette situation crée un risque de passagers clandestins. Chaque pays, chaque entreprise ou chaque individu peut avoir intérêt à laisser les autres faire les efforts de réduction, tout en profitant d'un environnement mieux préservé. Si un pays réduit fortement ses émissions mais que les autres ne font rien, il supporte des coûts économiques, tandis que les bénéfices climatiques restent limités. À l'inverse, un pays peut être tenté de ne pas agir et de profiter des efforts des autres. C'est pourquoi les négociations environnementales internationales sont difficiles. Le climat est un problème mondial, mais les décisions politiques restent largement prises par des États aux intérêts, au niveau de développement et aux responsabilités historiques différents. La troisième raison d'agir est liée au temps long et à l'irréversibilité. Beaucoup de décisions économiques ont des effets immédiats pour les producteurs et les consommateurs, mais des conséquences environnementales à long terme. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, l'artificialisation des sols ou l'épuisement de certaines ressources produisent des effets qui dépassent le calendrier électoral et parfois la durée d'une vie humaine. Or, les marchés et les acteurs privés peuvent sous-estimer ces coûts futurs, surtout lorsqu'ils sont incertains, lointains ou supportés par d'autres générations. L'action publique doit donc intégrer les générations futures dans les décisions présentes. C'est l'idée de soutenabilité. Répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. La quatrième raison est sociale. Les problèmes environnementaux ne touchent pas tout le monde de la même manière. Les populations les plus modestes sont souvent plus exposées à certaines pollutions, plus vulnérables au prix de l'énergie, moins capables de financer une rénovation thermique, un véhicule propre, une mobilité alternative ou une adaptation au changement climatique. Elles peuvent vivre dans des logements mal isolés, près d'infrastructures polluantes, dans des zones plus exposées aux risques ou avec moins de ressources pour faire face aux catastrophes. En même temps, certaines politiques environnementales peuvent être injustes si elles pèsent proportionnellement davantage sur les ménages modestes. Une politique climatique efficace doit donc intégrer la justice sociale. Elle ne peut pas seulement dire il faut réduire les émissions. Elle doit aussi se demander qui paie, qui bénéficie, qui est accompagné et qui risque d'être fragilisé. L'action publique pour l'environnement est donc nécessaire, mais elle n'est pas simple, parce qu'elle se déploie à plusieurs échelles. L'échelle locale est importante pour les transports urbains, la qualité de l'air, l'urbanisme, la gestion des déchets, l'eau, les espaces verts, les risques naturels, les cantines, l'isolation des bâtiments publics ou les mobilités douces. Les communes, intercommunalités, départements et régions peuvent agir concrètement sur les infrastructures et les modes de vie. L'échelle nationale reste essentielle pour la fiscalité, les normes, les investissements publics, l'énergie, l'agriculture, l'industrie, le logement, la protection sociale et les grandes orientations économiques. L'échelle européenne est déterminante parce que beaucoup de réglementations environnementales, de marchés, de normes industrielles et d'objectifs climatiques se décident ou se coordonnent au niveau de l'Union européenne. Enfin, l'échelle mondiale est indispensable pour le climat, la biodiversité, les océans et les accords internationaux. Cette articulation des échelles crée des difficultés de coordination. Une ville peut vouloir réduire la place de la voiture, mais dépendre de politiques nationales de transport ou de fiscalité. Un État peut vouloir taxer les émissions, mais craindre que certaines entreprises soient désavantagées face à des concurrents étrangers. L'Union européenne peut fixer des objectifs, mais les États membres n'ont pas tous la même structure énergétique, industrielle ou sociale. Au niveau mondial, les pays développés, émergents et pauvres n'ont pas les mêmes capacités financières ni la même responsabilité historique dans les émissions passées. L'action publique environnementale doit donc coordonner des intérêts multiples, à différentes échelles, dans un contexte d'incertitude et de conflits distributifs. La mise à l'agenda politique est souvent déclenchée par des événements, des mobilisations ou des expertises. Une catastrophe industrielle, une sécheresse, une canicule, une marée noire, un rapport scientifique, une décision de justice, une mobilisation de jeunes ou une campagne associative peuvent accélérer la prise en compte d'un problème. Mais l'agenda politique est limité. Tous les problèmes ne peuvent pas être traités en même temps. Certains acteurs cherchent donc à imposer leurs priorités, tandis que d'autres tentent de minimiser, retarder ou redéfinir le problème. Une entreprise peut reconnaître la nécessité d'agir, mais défendre une transition plus lente. Une ONG peut demander une réglementation forte. Un parti peut insister sur le coût social. Un mouvement citoyen peut dénoncer l'inaction. L'environnement devient alors un espace de lutte symbolique,
économiques et politiques. Il faut donc comprendre que l'action publique environnementale ne relève pas seulement d'une décision rationnelle prise par un État parfaitement informé. Elle est le résultat d'un processus politique. Les pouvoirs publics doivent arbitrer entre des objectifs parfois contradictoires: réduire les émissions, préserver l'emploi, maintenir le pouvoir d'achat, garantir la compétitivité, financer l'innovation, protéger les ménages modestes, respecter les engagements internationaux, répondre aux mobilisations et tenir compte des contraintes budgétaires. Ces arbitrages peuvent conduire à des politiques incomplètes, instables ou contestées. Pour le BAC, l'idée centrale de cet épisode est que l'État et les pouvoirs publics doivent agir parce que les problèmes environnementaux révèlent des défaillances de marché et des défaillances de coordination. Les externalités négatives font que les prix ne reflètent pas les coûts environnementaux. Les biens communs créent des risques de surexploitation et de passagers clandestins. Le long terme et l'incertitude rendent nécessaire une action collective orientée vers la soutenabilité. Les inégalités sociales imposent de penser la transition écologique avec des compensations et des accompagnements. Mais cette action publique ne tombe pas du ciel. Elle résulte d'une construction politique où interviennent pouvoirs publics, ONG, entreprises, experts, partis et mouvements citoyens dans des relations de coopération et de conflit. La question environnementale est donc à la fois économique, parce qu'elle concerne les incitations, sociologique, parce qu'elle mobilise des acteurs et des inégalités, et politique, parce qu'elle suppose des arbitrages collectifs à plusieurs échelles. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.